Je crois qu'il est temps à présent de parler effectivement de quelque chose qui est bien particulier à la dimension ésotérique de la société théosophique, je dirais même plus à sa dimension occultiste, qui est justement l'apparition dans l'histoire de la société théosophique et dans les ouvrages de ces mystérieux Mahatma hindous, mystérieux mages, maîtres de sagesse, oui, des sortes de destructeurs, de mages aussi quelque part, qui vont jalonner tout le parcours de l'histoire de la société théosophique. Les théosophes, les fondateurs, diront notamment qu'ils sont à l'origine de la création même de la société théosophique. Alors là, bien sûr, nous rentrons dans la dimension occultiste de la société théosophique. Alors, ces mystérieux maîtres de sagesse, Helena Blavatsky dit tout au long de son parcours qu'elle reçoit l'instruction justement de mystérieux Mahatma hindous. Le premier membre de cette confrérie, elle l'aurait rencontré lors de son séjour en Égypte. C'est le maître dit, le maître égyptien, ou le maître Sérapis. Puis, plus tard, elle va recevoir, comme elle le dit elle-même, l'ordre, l'instruction, de se rendre en Inde. Et c'est à partir de là qu'elle va donc se retrouver en Inde. Alors, Helena Blavatsky dit que plusieurs fois, elle essayera de joindre le Tibet. Les deux premières fois en 1863 et la deuxième fois en 1865. Elle échouera pour arriver dans le Tibet tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais la deuxième fois, elle arrivera jusqu'à la province du Ladakh, ce qu'on appelait à l'époque le Petit Tibet. Et par la suite, en 1870, elle dit qu'elle se retrouvera à nouveau au Tibet, au lieu dit Shingatse, et par deux fois, elle recevra donc l'instruction de ces fameux mystérieux maîtres de sagesse. La première fois, au Ladakh, elle rencontre le maître M, maître Moriya, et la deuxième fois, elle va y rencontrer le maître KH, le maître Kutumi. Dans les écrits des théosophes, ces deux maîtres sont à l'origine de la création de la société théosophique. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient qu'à cette époque, il y avait des connaissances détenues en Orient à faire connaître aux Occidentaux. Et ils avaient besoin d'un canal, justement, pour faire passer ces connaissances. Et pour eux, le meilleur de ces canaux était Helena Blavatsky. D'ailleurs, Helena Blavatsky disait que ce n'était pas elle qui écrivait ses livres, mais que quelque part, elle recevait, elle voyait s'afficher des pages entières d'écriture qu'elle se permettait de recopier. Voilà.
Elle a toujours dit mes livres, c'est pas moi qui les écris. Ce sont les livres des fameux maîtres de sagesse. Et le colonel Olcott, auprès d'elle, avait tout un travail de remise en forme, d'écriture, et puis aussi de traduction anglaise, hein, aussi, de mettre tout ça dans une littérature anglaise conforme. N'oublions pas que la langue que parlait Blavatsky au départ, bien sûr, c'est le russe, mais c'est aussi le français, parce qu'elle appartenait à la haute noblesse russe et que dans les grandes familles russes, on parlait principalement, on apprenait le français à cette époque. D'ailleurs, la première lettre qu'elle recevra de maître de sagesse, du maître Koutoumi, qui arrivera justement à sa tante Fadeïev en Russie, sera en français. La première lettre du maître Kach est écrite en français. Alors, sur ces lettres de maître de sagesse, effectivement, on a dit beaucoup de choses. Ça fait couler beaucoup d'encre, hein, parce qu'on est là dans un domaine qui n'est pas quelque chose de purement rationnel. Rationnel, tout est relatif, autant au sens où on l'entend aujourd'hui. En fait, les messages étaient envoyés sous forme de télépathie, hein, finalement. Et Elena Blavatsky, elle, finalement, transcrivait tout ça. Elle était donc canal. Ces maîtres de sagesse, comment parler plus longuement? En Inde, les maîtres de sagesse sont quelque chose de couramment admis, à la différence de l'Occident. On parle de Mahatma. Mahatma, Maha, grande, Atma, âme, grande âme. On parle même de personnes libérées, mukta. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont une telle spiritualité et ont une telle évolution spirituelle qu'en même temps, ils sont libérés de leur vivant. Donc l'Inde, du moins les traditions orientales, parlent de ces hommes-là, de ces grandes âmes, de ces êtres libérés. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel pour eux. C'est quelque chose qui appartient véritablement à la tradition et à la culture orientale. Nous aussi, dans la culture occidentale, on a des traces de ces personnages dits maîtres de sagesse, notamment dans l'écriture de Saint-Yves d'Alverbe. Il en parle. Il dit même qu'il y a lieu, un endroit où cette confrérie se retrouve, travaille, etc. Donc on a des traces de ces maîtres de sagesse, de ces grandes âmes, etc. D'ailleurs, dans la tradition théosophique, tous les maîtres de sagesse ne sont pas hindous. Hein, on peut parler du Comte de Saint-Germain, qui est considéré comme un maître de sagesse occidental, qui est donc européen. On a parlé tout à l'heure du maître égyptien, hein, du maître Sérapis, qui est de tradition copte, etc. Voilà, donc c'est cette fraternité un peu universelle de ces instructeurs appartiennent effectivement à des pays différents. Par contre, en ce qui concerne les deux qui ont à un moment donné décidé, poussé les fondateurs à créer cette société théosophique, ils sont tous les deux indiens de tradition bouddhiste. Morya est bouddhiste et Koutoumi, lui, est cachemérien de tradition bouddhiste aussi. Alors, le bouddhisme, il ne faut pas l'entendre au sens de la tradition bouddhiste telle qu'on le connaît aujourd'hui, mais dans le sens des anciennes traditions des premiers rishis, j'allais dire, de l'Inde. C'est un bouddhisme primordial, j'allais dire, quelque part. Le Bouddha n'étant un des éternels Bouddhas d'incarnation. Voilà. Donc cette dimension du maître de sagesse est importante. Et d'ailleurs, les théosophes seront attaqués justement sur cette idée des maîtres de sagesse. Cela leur sera reproché. On reprochera notamment à Elena Blavatsky d'avoir écrit elle-même les lettres qu'elle recevait des maîtres de sagesse. Alors,
en ce qui concerne ses reproches, notamment, à un moment donné, Elena Blavatsky va être fortement attaquée lorsqu'elle se trouve à Madras par des personnages aussi qui sont opposés à un moment donné, qui vont s'opposer à cet enseignement théosophique, avec notamment l'appui des missionnaires jésuites locaux. Et il y a une mission de la part de la Société d'études psychiques de Londres qui va être diligentée à la fois en Inde et à la fois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, Blavatsky sera accusé de faux en ce qui concerne ses écritures. On aura dit que Blavatsky avait écrit elle-même les lettres, que les lettres tombaient comme ça, arrivaient, on ne sait pas trop comment, etc. On est dans les années 1886, quand Blavatsky est accusé. Donc là-dessus, Blavatsky décide de partir de l'Inde. Elle va rejoindre l'Europe et elle va passer par l'Allemagne, puis l'Angleterre. Et en Angleterre, elle va d'ailleurs, ça va être le moment où elle va écrire son ouvrage majeur, dont je parlais précédemment, qui est La doctrine secrète, en 1888. Elle écrira également 2 autres livres d'une importance considérable, qui est La clé de la théosophie, qui est une sorte de jeu de questions-réponses, où justement elle définit qu'est-ce que la théosophie, ses principes et son origine, et un autre livre qui s'appelle La voie du silence, qui est un ouvrage magnifique. En fait, on dit souvent, dans la littérature théosophique, il y a les grands ouvrages, les gros ouvrages, comme La doctrine secrète, mais il y a aussi ce qu'on appelle les 3 petits joyaux, que sont La voie du silence d'Elena Blavatsky, qui est également La lumière sur le sentier de Mabel Collins, et aussi Au pied du maître de Krishnamurti. Voilà, ce sont de tout petits ouvrages, mais avec une grande force spirituelle. Donc Elena Blavatsky va rentrer à Londres, et 100 ans plus tard, la même société d'études psychiques de Londres va infirmer ce qu'elle avait dit un siècle avant, notamment ses accusations au niveau d'Elena Blavatsky, par une méthode d'investigation faite par le docteur Vernon Harrison, qui était graphologue, spécialiste dans la monnaie, et qui va effectivement dire que le procès qui a été fait à Elena Blavatsky n'avait pas une méthodologie juridique cohérente et responsable. Donc il va le faire, cette réhabilitation de Blavatsky, il va se faire dans le journal même de la Société d'études psychiques, un siècle après, on est en 1986. Harrison fera un célèbre article, J'accuse, en reprenant un petit peu le J'accuse de Zola, donc J'accuse, en revenant un petit peu sur les procédés qui avaient été mis en place. Donc il infirme le rapport Hodgson un siècle précédent. Je voudrais dire également un mot au niveau des maîtres de sagesse en ce qui concerne les traditions, il y en a plusieurs bouddhistes, notamment le Nihayana, qui est le bouddhisme du sud, on pourrait dire, et le Mahayana, qui est le bouddhisme du nord, le bouddhisme du Tibet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les écoles d'où sont issus les différents Dalai Lama. Il y a une différence fondamentale. Dans le Nihayana, ce qui compte, c'est l'éveil individuel de l'individu. Le Mahayana a une approche totalement différente au niveau du bouddhisme. Notamment la personne de ceux qu'ils appellent les bodhisattvas. Alors, le bodhisattva, dans la tradition bouddhiste du Nord, est un être particulier qui, quelque part, a fini toutes ses réincarnations
il devient quelque part, comme le disent les théosophes, un homme parfait. Et finalement, à sa mort, il n'a pas besoin de se réincarner à nouveau. Le bodhisattva, dans la tradition mahayâniste, accepte volontairement de se réincarner pour tirer les autres hommes sur le chemin de l'évolution. Donc vous voyez, on a davantage une approche solidariste, quelque part, beaucoup plus ouverte, plurielle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on essaye d'avoir une définition de ces maîtres de sagesse, on est très proche des maîtres de sagesse théosophes, hein, ou dans l'enseignement théosophique, on est relativement proche de la définition du bodhisattva telle qu'elle est donnée dans le bouddhisme du Nord. Il y a aussi également deux choses, il y a une chose importante à souligner, c'est que souvent le Nyayama c'est un petit peu affronté avec le Mahayana sur quelque chose de bien particulier. C'est que le Mahayana, dans cette tradition dit avoir reçu une transmission ésotérique orale de la part du Bouddha. Ce qui explique que l'enseignement est quelque part différent. C'est-à-dire il y a dans le bouddhisme du Nord une connotation aussi ésotérique qu'on n'a pas forcément dans le bouddhisme du Sud. On a une approche qui est différente. Il faut savoir que ce bouddhisme du Nord, il s'est souché sur le chamanisme. On a des rituels dans le bouddhisme du Nord, on a des oracles, on a des trans, on est en plein dans l'ésotérisme. Le bouddhisme qu'on voit aujourd'hui en Occident est une forme de bouddhisme occidentalisé, hein, pour nous occidentaux, mais il faut savoir qu'au Tibet, il y a une branche du bouddhisme du Nord qui est profondément ésotérique. Ce que je voulais dire au niveau de cette sagesse, qui était-il, d'où était-il, il faut savoir que dans le bouddhisme du Nord, la tradition bouddhiste est régie par deux personnes. D'une part le Dalai Lama, d'autre part le Panchen Lama. La fonction du Dalai Lama est une fonction politique, j'allais dire, de représentation de la communauté bouddhiste, hein, du Tibet, alors que le Panchen Lama, ils sont au même niveau, hein, d'autorité. Le Panchen Lama, lui, est gardien de la tradition. Donc quand Helena Blavatsky part au Tibet, à Shingatse, et qu'elle elle dit être reçue par les maîtres de sagesse, il faut penser que peut-être elle a pu être reçue dans une des écoles ésotériques qui gravitaient autour du Panchen Lama, et que c'est une de ces écoles ésotériques, et certains maîtres qui auraient transmis l'enseignement ésotérisme du bouddhisme du Nord à Helena Blavatsky.